La lumière du matin filtrait à travers les longs rideaux blancs de la salle de banquet de l'hôtel Albert, jetant une douce lueur sur les verres en cristal et les couverts en argent. Le petit déjeuner pour le cercle restreint d'investisseurs de Bennett Global avait commencé à 8 heures précises, fidèle au style de Cyrus Bennett, précis, discret et sans compromis. Il était assis à la table centrale, vêtu d'un costume gris anthracite avec une cravate bleu marine foncée, une main ajustant son col tandis que son regard perçant balayait la pièce. Les murmures feutrés, les rires polis et le cliquetis délicat des couverts créaient la symphonie caractéristique d'un rassemblement d'élite. À côté de lui, Elise Monroe, sa fiancée de nom et directrice de la communication de Bennett Global, conversait avec un investisseur japonais. Cyrus y prêtait peu d'attention. Ses yeux se posèrent sur le verre de jus d'orange placé devant lui quelques minutes plus tôt, un geste attentionné, mais quelque chose qu'il n'avait pas commandé. Curieusement, Cyrus méprisait le jus d'orange. Il haïssait son goût artificiel, aigre-doux. Il prit le verre non pas pour boire, mais pour faire tournoyer doucement le liquide doré, plissant les yeux. Ne buvez pas ça. La voix n'était ni forte ni pressante, mais assez tranchante pour fendre l'air raffiné comme une lame. Cyrus inclina la tête. L'interlocutrice était une femme en uniforme de concierge bleu foncé, les cheveux soigneusement attachés en arrière, les mains gantées tenant un chiffon. Elle se tenait près d'une grande colonne près de la table du buffet, comme si elle ne faisait que passer. « Qu'avez-vous dit » demanda Cyrus, sa voix calme comme s'il répondait à un bulletin météorologique. « Il y a quelque chose dedans. » Répondit-elle sans croiser son regard, son ton assez bas pour que lui seul puisse l'entendre. « Ce n'est pas du jus d'orange ordinaire. Si vous me faites confiance, posez le verre. Sinon, buvez-le et voyez par vous-même. » Puis elle se détourna. Cyrus posa le verre sur la table. C'était un homme prudent, qui avait déjà été trahi par ses plus proches. L'avertissement apparemment absurde de la femme lui donna un frisson bien plus qui ne le déconcerta. Il fit signe à son assistant personnel, Daniel. « Emportez ce verre. Maintenant. » 1 heure plus tard, après la fin de l'événement et le départ des investisseurs, Cyrus était assis dans un bureau temporaire au 9e étage de l'hôtel, fixant l'écran de sa tablette. Le rapport d'un laboratoire indépendant venait d'arriver. Résultat, faible concentration de scopolamine, un sédatif connu pour induire une perte de mémoire à court terme et un léger contrôle du comportement. Risque élevé si le sujet n'a jamais été exposé. Les effets commencent dans les 15 à 30 minutes. Cyrus se pencha en arrière dans son fauteuil, ses paumes se refermant lentement en point. Il n'était pas surpris que la boisson soit contaminée. Ce qui le surprenait, c'est que quelqu'un l'ait prévenu sans rien demander en retour. Ce soir-là, Cyrus retourna à l'étage de service et demanda à rencontrer le personnel de nettoyage. La chef de service, Linda, désigna une liste. Le quart de ce matin comptait 4 nettoyeurs pour le hall, 2 hommes, un monsieur plus âgé et une jeune fille que nous venons d'embaucher la semaine dernière. Son nom est Nora Reyes. Je veux la voir. Linda fronça les sourcils. Elle est partie plus tôt, sans donner de raison, mais j'ai son poste interne. Cyrus prit le numéro griffonné à la hâte. Il composa, pas de réponse, mais alors qu'il se dirigeait vers la zone de maintenance, il entendit un faible son, le doux bruissement d'une serpillière glissant sur le carrelage. Et elle était là, Nora, passant la serpillière dans le couloir. Aucun signe de surprise, aucune tentative de fuite, juste des yeux calmes et des mains stables. « Pourquoi avez-vous fait ça » demanda Cyrus. Nora s'arrêta, ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur la marque de ses chaussures en cuir sur le sol. « Vous êtes important, dit-elle, son ton aussi neutre que si elle lisait un manuel de machine à laver. Quelqu'un comme vous qui meurt à cause d'un verre de jus. C'est juste une façon moche de partir, ajouta-t-elle. Je déteste juste les morts moches. Qui êtes-vous demanda Cyrus en plissant les yeux. Une concierge répondit-elle en se penchant pour frotter la tâche, mais aussi quelqu'un qui a déjà empêché une mort par jus d'orange. Aujourd'hui, c'était la 2e fois. Il resta là quelques secondes, ne sachant s'il devait se sentir prudent, reconnaissant ou profondément troublé. Une femme sans trait notable, sans statut, sans dossier, et sans raison de le sauver. Et pourtant elle était apparue au moment parfait comme si elle était préprogrammée. « Vous devriez savoir. » dit lentement Cyrus, « je ne fais confiance à personne qui fait de bonnes choses sans vouloir quelque chose en retour. » Alors pensez que je suis folle, haussa les épaules Nora. Au moins, vous êtes toujours en vie. Cette nuit-là,
Cyrus ne put dormir. Il appela Daniel. Enquêtez sur Nora Reyes immédiatement, elle n'est pas normale. Daniel fit une pause. Nous n'avons trouvé aucun dossier correspondant, aucun document officiel, aucun permis de conduire, aucun numéro d'identification fiscale. Elle n'existe pratiquement pas dans le système. Alors qu'il a embauché. Le dossier montre qu'elle a été engagée par une agence de nettoyage tierce, un contrat à la mission. Elle cache quelque chose, dit Cyrus, certain maintenant. Daniel hocha la tête. Mais si elle voulait vous faire du mal, elle ne vous aurait pas prévenu. Et peut-être que c'est elle qui est traquée. Cyrus croisa les bras. Sous la faible lumière, ses yeux brillaient d'un mélange de suspicion et de curiosité, un regard non réservé au concierge, mais au mystère sans réponse. Qui était la femme qui l'avait sauvée? Et comment savait-elle tout à l'avance? Impossible. Cyrus Bennett fixait le mince dossier sur son bureau à l'intérieur de son bureau privé au 42e étage du siège de Bennett Global. En face de lui était assis Daniel, son assistant le plus fidèle, arborant une expression mal à l'aise. Nous avons vérifié toutes les bases de données, les archives fédérales, la sécurité sociale. Il n'y a personne du nom de Nora Reyes né au cours des 40 dernières années qui correspondent à son apparence, à ses empreintes digitales ou à ses dossiers administratifs. Pas de permis de conduire. Aucun. Pas d'assurance maladie. Aucune. Pas de formation. Rien du tout. Cyrus se pencha en arrière dans son fauteuil, les doigts entrelacés sous son menton. Il n'était pas étranger aux gens vivant en marge du système, mais ce cas était trop propre, trop délibéré. Alors pourquoi travaille-t-elle comme concierge? Daniel haussa les épaules. L'entreprise de nettoyage l'a embauchée il y a 8 mois sur recommandation et témoignage anonyme, apparemment. A-t-elle un casier judiciaire? Pas d'antécédents criminels? Alors? Soupira Cyrus, puis laissa échapper un petit rire. C'est un fantôme. Daniel secoua la tête. Pas un fantôme, mais certainement pas ordinaire. Vous regardez Soul Stories, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Cet après-midi-là, Cyrus retourna à l'hôtel Albert. Non plus dans son costume d'entreprise, il portait une chemise blanche et un pantalon gris clair, juste un autre client de l'hôtel. Il se dirigea vers le niveau de la maintenance et trouva le local des fournitures des concierges. La porte en acier était entr'ouverte. À l'intérieur, sous le faible scintillement d'une ampoule fluorescente, se trouvaient des étagères de serpillières, de seaux, de produits de nettoyage et une chaise en bois où Nora était assise, penchée pour lasser ses chaussures. Elle ne tressaillit pas en le voyant. Toujours en vie? Demanda-t-elle sans lever les yeux. Toujours conscient, répondit Cyrus en entrant, et curieux. Nora se leva, s'époussetant les mains. Ne devriez-vous pas être occupé à diriger un empire? Qu'est-ce qui vous amène dans un sous-sol, comme celui-ci? Vous savez qui je suis. Je nettoie les sols. Je ne suis pas aveugle. Cyrus Surratt. Alors laissez-moi vous demander directement. Qui êtes-vous? Nora leva les yeux. Pour la première fois, Cyrus vit ses yeux clairement. Profonds, calmes, mais portant quelque chose de brisé depuis longtemps. J'étais quelqu'un d'autre. J'avais un vrai nom, des dossiers, des photos d'identité, dit-elle. Puis un jour, tout a été effacé. Pas parce que j'ai commis un crime, parce que j'ai dit la vérité dans un système bâti sur des mensonges. Cyrus plissa les yeux. Plus précisément, ce ne sont pas vos affaires. Vous m'avez sauvé. Parce que j'ai vu que vous étiez sur le point de vous empoisonner. C'est tout. Avez-vous déjà travaillé dans la sécurité? Sonda Cyrus. Vos compétences d'observation, votre façon de parler ne ressemblent pas à celles d'une concierge. Nora eut un faible rire. Vous seriez surpris du nombre de personnes diplômées qui finissent par tout recommencer à zéro. Alors c'est vrai? Quoi? Vous avez été rejeté par le système. Nora ne répondit pas. Elle se dirigea vers une étagère en plastique, sortit une bouteille d'eau de Javel, puis se tourna vers lui. Les gens comme moi n'existent pas dans votre monde, et si nous existons, nous sommes des tâches qu'une organisation veut effacer. Je ne suis pas ici pour la pitié. Je veux juste une vie tranquille. Mais vous n'êtes pas resté tranquille ce jour-là, parce que vous étiez sur le point de boire du poison. Et si je n'avais pas été un PDG, si j'avais été un client lambda? Nora posa la bouteille. Elle le regarda longuement, puis dit, j'aurais quand même parlé. Je ne classe pas les gens selon leur titre.
Je les classe selon qu'ils méritent ou non d'être sauvés. Et ce matin-là, vous sembliez encore récupérable. Cyrus resta silencieux. Il n'avait pas l'habitude d'être percé à jour, surtout par quelqu'un qui ne voulait rien en retour d'une telle honnêteté perçante. « Envisagez-vous de partir ?» demanda-t-il. Nora haussa un sourcil. « Partir où ?»« L'hôtel. La ville. Je vous ai fait enquêter, et d'autres pourraient faire de même. » Norris sourit. Ce n'était pas un sourire triste ou satisfait, juste l'expression de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans l'obscurité pour en avoir encore peur. « S'ils me trouvent, qu'il en soit ainsi. Peut-être que cette fois, ils me manqueront. » Cyrus se raidit. « On vous a déjà ciblé. »« Non. » Nora inclina la tête. « Mais j'ai failli ne pas survivre pour avoir dit la vérité. » Au moment où Cyrus sortit de la salle de maintenance, le crépuscule était tombé. Il appela Daniel. « Je veux savoir comment une femme sans dossier, sans identité, savait qu'il y avait quelque chose dans ma boisson. Que voulez-vous que je fasse? Remonter 5 ans en arrière, chercher des poursuites ou des enquêtes internes impliquant des lanceurs d'alerte, en particulier des femmes dans le secteur de la sécurité ou de la justice. Cela pourrait prendre du temps. »« J'ai le temps, » répondit Cyrus, puis fit une pause. « Et cette fois, je ne le fais pas pour l'entreprise. Je le fais pour un avertissement qui m'a sauvé sans rien demander en retour. » Le penthouse de Cyrus Bennett sur Park Avenue donnait sur Central Park, où les arbres de fin d'automne flambaient d'or. Mais son esprit n'était pas sur la ligne d'horizon de Manhattan. Il était sur la bague en diamant qu'Elise Monroe tenait devant lui. « C'est un modèle d'œuvre sur mesure, spécialement conçu pour l'annonce de nos fiançailles, » dit-elle, son ton doux, mais ses yeux contenaient cette pression familière, trop polie, trop stratégique. C'était quelqu'un qui maîtrisait l'art de contrôler un récit. « Nous devons faire l'annonce officielle jeudi prochain. Modern Legacy Magazine a déjà réservé la couverture. » Cyrus s'appuya sur l'accoudoir du fauteuil, les yeux froids. « Je n'ai jamais accepté cela. »« Cyrus !» Élise tendit la main, son contact doux comme de l'affection. Mais il savait mieux. Elle ne l'avait jamais aimé. Annoncer les fiançailles restaura la confiance du conseil d'administration, surtout après votre refus de réinvestir dans Juno Lab. Les gens posent des questions. Alors le mariage est votre façon de faire taire les rumeurs. C'est ainsi que nous renforçons la marque. J'ai donné 6 ans à la présence médiatique de Bennett Global pour Cyrus. Je ne demande pas grand-chose. Juste, tiens-toi à côté de moi. Il ne répondit pas. Élise retira sa main et sourit avec un calme parfait, le genre de sourire qui lui donnait la chair de poule. Ce n'était pas réel, tout comme le reste chez elle. Ce soir-là, Cyrus resta tard au bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et accéda au système d'investissement interne le plus sécurisé de l'entreprise. Quelque chose d'étrange attira son attention. Une allocation de 12 millions de dollars avait été approuvée pour un fonds de partenariat créatif avec sa signature numérique jointe. Le problème, c'est qu'il ne l'avait jamais signée. Il zooma sur la signature électronique. C'était la sienne, mais en y regardant de plus près, elle montrait des signes d'accès depuis une adresse IP inconnue, une liée au département des relations publiques de l'entreprise, où travaillait Élise. Cyrus commença à tracer le modèle. Au cours des 3 derniers mois, au moins 5 documents majeurs avaient été modifiés, tous concernant des investissements, des transferts ou un contrôle financier, et tous signés sous son nom. Il resta assis en silence pendant des heures, son bureau inondé de documents imprimés sous la faible lumière. Quelque chose n'allait pas du tout, pas seulement un abus de pouvoir. C'était une opération calculée et délibérée. Une semaine plus tard, Élise entra dans le bureau de Cyrus vêtue d'une robe rouge vin, le maquillage impeccable et un sourire répété en place. « La séance photo commence à 11 heures demain au Albert, » dit-elle. « Ensuite, nous aurons une interview exclusive. J'ai déjà réservé un styliste pour vous. Vous n'avez à vous soucier de rien. » Cyrus ne dit rien. Il la regarda comme on pourrait admirer une statue finement sculptée, impeccable, mais sans vie. « Elise !» dit-il lentement. « Et si j'annulais demain? » « Je sourirai et trouverai un autre moyen. » répondit-elle en clignant de l'œil. « Tu me connais? Je ne laisse jamais une porte fermée le rester. » Cette nuit-là, Cyrus convoqua Daniel chez lui. Sur la table en chêne se trouvaient des copies de tous les fichiers compromis. Daniel les feuilleta, les yeux tendus. « Vous pensez qu'Élise a falsifié votre signature ?» demanda-t-il. « Pas seulement ça, elle manipule la structure de propriété subtilement, progressivement,
personne ne l'a remarqué. Elle prépare une prise de contrôle. Non, Daniel, répondit Cyrus, les yeux vifs comme une lame. Elle prévoit de me remplacer. Daniel s'est fiché. Et les fiançailles? Une façade, dit doucement Cyrus. Si je suis accusé de malversation financière, les actionnaires se tourneront vers elle comme un remplacement propre. Si je me tais, elle est légitimée comme ma partenaire et gagne un pouvoir exécutif. Le lendemain matin, Élise se tenait devant le miroir, ajustant ses cheveux. Cyrus regardait par derrière, silencieux. Il portait un costume gris clair, une chemise blanche, pas de cravate. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, mais Élise ne le remarqua pas. Elle était trop habituée à avoir le contrôle, trop confiante que Cyrus Bennett n'était qu'un autre pion. « Ça va ?» demanda-t-elle. Cyrus hocha la tête, juste fatigué. « Après aujourd'hui, tout va changer. Nous serons le couple puissant de New York. »« Nous ?» fit écho Cyrus. « Ou juste vous ?» Élise eut un petit rire, ne disant rien. La séance photo n'eut jamais lieu. Quelques instants avant l'annonce des fiançailles, Cyrus disparut du Albert, laissant Élise seule avec l'équipe de production. Des heures plus tard, Élise reçut un appel de Daniel. « Madame Monroe, le service juridique a demandé votre présence au 42e étage pour clarifier un certain nombre de documents relatifs aux signatures numériques. Votre avocat personnel a été contacté. » Assis dans un café tranquille de Brooklyn, une tasse d'expresso devant lui et un dossier épais intitulé « Affaire Reyes, Nora. Enquête interne, il y a 5 ans, sujet d'une tentative de mise au silence. » Au bas se trouvait une liste de personnes impliquées dans son expulsion de l'industrie. Un nom ressortait, un membre du conseil d'administration de Bennett Global. De la tentative d'empoisonnement aux dossiers effacés de Nora en passant par la prise de pouvoir discrète d'Élise, rien de tout cela n'était aléatoire. Ce n'était plus seulement des pièces éparses. C'était une toile et Cyrus en avait été au centre bien plus longtemps qu'il ne l'avait jamais réalisé. Le lendemain, Cyrus apparut dans le hall de l'hôtel Albert sans préavis. Il était habillé de manière plus décontractée que d'habitude, blazer déboutonné, chaussures en cuir marron souple et sa cravate négligemment jetée sur une épaule, comme s'il sortait d'une longue réunion. Il passa devant la réception sans s'arrêter, tournant dans un couloir latéral où se trouvaient les locaux de service, les panneaux électriques et les murs gris, un endroit que les riches remarquaient rarement, et encore moins pénétraient. Au bout du couloir, il la vit, Nora Reyes. Elle époussetait une étagère en acier inoxydable près du placard à matériel, toujours dans son uniforme délavé, les cheveux attachés, le dos légèrement voûté de cette manière familière à ceux qui nettoient en silence. « Bonjour, » dit Cyrus en s'arrêtant à quelques pas. « Vous avez perdu votre portefeuille. » Nora ne se retourna pas. « Ou vous cherchez juste votre mémoire ?»« Non, je ne faisais que passer. » Il eut un léger sourire. « Coïncidence. » « C'est ça, comme le jus d'orange était une coïncidence. » Il ne répondit pas. Elle ne le regarda pas non plus. Mais quelques secondes plus tard, Nora se retourna. Leurs regards se croisèrent, sans hostilité, pas tout à fait avec curiosité non plus. C'était comme s'ils se connaissaient d'un lieu sans nom où la confiance ne se donnait pas librement et où le silence signifiait plus que les mots ne le pourraient jamais. « Vous n'avez pas l'air du genre à vous perdre, » dit Nora. « Je ne suis pas perdu, j'avais juste besoin d'air. » Cyrus s'approcha un peu plus. « Je voulais parler. »« Nous avons déjà parlé. »« Pas assez. » Nora croisa les bras. « À propos de quoi ?»« À propos des gens qui en savent trop, mais qui vivent comme s'ils ne savaient rien, » dit-il. « Vous entrez dans cette catégorie, n'est-ce pas ?» Nora ne le nia pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux comme s'il avait touché une partie d'elle qu'elle gardait enfouie. « Et vous ?» répliqua-t-elle. « Êtes-vous du genre à faire confiance trop vite, ou du genre à tout contrôler jusqu'à vous piéger vous-même ?»« Les deux, » exhala Cyrus, étrangement honnête. « J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Puis j'ai essayé de tout contrôler, et à la fin, personne n'est resté. » Nora l'étudia longuement. « Je ne fais pas confiance facilement, » dit-il. « P.N. acquiesça-t-elle. « Je ne suis de toute façon pas quelqu'un digne de confiance facilement. » Le silence s'installa, seul le faible bourdonnement d'un aspirateur lointain et les lumières fluorescentes vacillantes remplissaient le couloir. Dans cet espace clos, ils se tenaient comme des étrangers, mais avec un lien invisible, non pas lié par le statut, mais par des cicatrices qui n'avaient pas guéri. « Quelqu'un vous a effacé du monde, n'est-ce pas ?» demanda doucement Cyrus. Nora leva les yeux. « Oui,
mais j'ai choisi de ne pas revenir. Pourquoi? Parce que revenir signifiait me soumettre au même système qui m'a détruite. J'ai choisi de rester à l'extérieur et de rester petite. Mais vous n'êtes pas restée petite ce jour-là, dit-il. Vous m'avez sauvé. Je ne vous ai pas sauvé, secoua la tête Nora. J'ai empêché quelqu'un de mourir pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. J'ai déjà vu ça arriver. À qui? Ses lèvres se serrèrent, ses yeux s'assombrirent, sa voix baissant encore plus. Un ancien partenaire. Il est mort après avoir découvert des dossiers falsifiés dans une affaire financière. J'ai parlé, mais ils m'ont traité d'instable. Suspender. Et lui, il est mort dans un accident de voiture. Pas de caméra, pas de témoin. Cyrus se fichait. Non pas à cause de l'histoire, mais parce qu'elle correspondait. Parfaitement. Comme une pièce manquante d'un puzzle qui glisse à sa place. Quelqu'un de l'intérieur. Des signatures falsifiées, une autorité manipulée, des vérités dissimulées sous des mensonges polis. Et cette fois, la prochaine cible pourrait être lui. Pour qui enquêtiez-vous avant? Demanda-t-il. Peu importe, dit Nora en évitant son regard. Je n'enquête plus. Il est nettoyé. Moins de sang impliqué. Mais vous observez toujours. Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Cyrus posa la main sur le bord de l'étagère en métal. Quelqu'un manipule mon système, signe des documents sous mon nom. Je dois découvrir qui fait ça. Nora le regarda longuement, comme si elle pesait le pour et le contre d'entrer dans une autre bataille ou de s'en aller comme toutes les fois précédentes. Puis elle demanda, « Êtes-vous vraiment prêt à faire confiance à quelqu'un sans dossier, sans diplôme, sans titre ?»« Je n'ai pas besoin d'un diplôme, » répondit Cyrus, la regardant dans les yeux. « J'ai besoin de quelqu'un d'assez sain d'esprit pour dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. » Quelques jours plus tard, dans un petit café près de l'hôtel, ils s'assirent à une table cachée dans un coin. Nora tendit à Cyrus un croquis dessiné à la main, une carte des périphériques réseaux internes du Bureau des relations publiques de Bennett Global. L'équipement interne n'enregistre pas les adresses IP à moins qu'un appareil externe ne se connecte, expliqua-t-elle. Si vous avez les journaux d'accès du bâtiment, je peux identifier quelle machine a été utilisée pour accéder à votre système de signature numérique. Vous êtes sûr de pouvoir faire ça? Nora prit une gorgée de thé. Si je me souviens encore comment lire les horodatage et calculer les chemins de routage, alors oui. Vous n'allez pas me demander ce que je vous donnerai en retour. Je ne veux pas d'argent. Alors que voulez-vous? Elle le regarda et pour la première fois, son regard s'adoucit. Je veux que la vérité ne soit pas de nouveau enterrée, même si cette fois elle m'enterre à la place. Le Penthouse était étrangement silencieux. Une douce lumière jaune peignait le parquet d'une fine couche de vernis, si immobile que chaque tic-tac de l'horloge pouvait être entendu. Cyrus Bennett était assis sur le canapé, tenant un téléphone étrange qu'il venait de découvrir caché dans un tiroir derrière un tableau dans la chambre d'Élise. Pas de mot de passe. L'empreinte digitale le déverrouilla instantanément. Cela ne fit que rendre Cyrus plus méfiant. Élise ne laissait jamais rien sans sécurité. Il l'alluma. L'interface était simple. Pas d'application de médias sociaux. Mais à l'intérieur d'un dossier caché nommé Journaux de fitness se trouvaient des fichiers qui n'avaient rien à voir avec l'exercice, des enregistrements audio, des images de documents financiers et un dossier intitulé Prise de contrôle phase 3. Cyrus ouvrit le premier enregistrement. La voix d'Élise était limpide. Il ne se doute de rien. Laisse juste le verre près de son ordinateur portable. Daniel ne le vérifiera pas. Un rire grave et masculin suivit. Une voix que Cyrus reconnut vaguement. Harlan Wexley, membre du conseil d'administration. Tant qu'il est hors jeu pour quelques heures, nous aurons assez de temps pour signer les transferts. Au moment où il se réveillera, ce sera fait. J'annoncerai les fiançailles après ça. Les médias s'occuperont du reste. Un milliardaire perd connaissance pendant quelques heures lors d'un événement public, et la fiancée fidèle prend les choses en main. Personne ne remettra ça en question. Cyrus resta figé. Son cœur battait la chamade, mais ses yeux restèrent glacials. Ils avaient prévu de le droguer. Ils savaient exactement quand il arriverait, quel verre il prendrait, comment il réagirait sous le feu des projecteurs, et comment Élise gagnerait la sympathie du public s'il était jugé surmené. Il lança le deuxième enregistrement. Les actions de Cyrus seront restructurées sous une autorité exécutive temporaire. Le Conseil a le droit de vote s'il est absent pour des raisons de santé. La clause a été modifiée le trimestre dernier, il l'a signée sans la lire. La voix d'Élise, encore.
Cyrus serra le téléphone dans sa main. Il avait signé le piège lui-même. Le lendemain matin, dans un petit café du Bronx, Cyrus posa le téléphone sur la table devant Nora. Elle le regarda, ne demanda pas pourquoi il l'avait, demanda seulement « Que veux-tu que je fasse ?» Extraire tout, sauvegarder, crypter, et être prêt à le diffuser si nécessaire. Je veux le garder comme une bombe, et c'est moi qui tiens le détonateur. Nora hocha la tête, sortant un vieil ordinateur portable de son sac en toile. Ses doigts volaient sur le clavier, les yeux fixes. Enregistrement de haute qualité, voix filtrée, traité avec un logiciel autrefois exclusif aux enquêtes fédérales. Élise y avait accès, donc elle ne travaille pas seule. Cyrus était assis en face d'elle, les mains jointes. Et la voix de l'homme. Nora lança un programme de reconnaissance vocale. Après quelques secondes, l'écran afficha une forme d'onde et un résultat de correspondance. Elle lui jeta un coup d'œil. Harlan Wexley, membre du conseil d'administration. Cyrus fit un petit signe de tête. Je m'en doutais. Nora continua, faisant défiler les messages stockés dans le cache temporaire. Élise, j'ai le projet de modification des règles des actionnaires. Une fois qu'il sera jugé inapte à diriger, je proposerai une restructuration. Harlan, bien. Ensuite, nous retirons Bennett de sa propre entreprise. Le silence tomba. Nora leva les yeux vers Cyrus. Ça va. Non, répondit-il honnêtement. Mais au moins maintenant je sais que je ne suis pas faux. Que vas-tu faire? Rester silencieux jusqu'au bon moment. Ce soir-là, de retour au siège de Bennett Global, Cyrus fit semblant d'assister à une réunion stratégique avec l'équipe d'investissement. Élise arriva en retard, souriant comme d'habitude, agissant comme si de rien n'était. Il la regarda, voyant soudainement quelqu'un d'inconnu, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que maintenant il pouvait voir ce qui se cachait en dessous. Alors qu'ils entraient ensemble dans l'ascenseur, Élise se tourna et sourit. « Merci de ne pas avoir manqué la réunion. Je pensais que tu étais encore fâché pour la séance photo. »« C'est bon, » répondit Cyrus. « J'avais juste besoin de temps pour comprendre en qui je peux vraiment faire confiance. » Élise cligna des yeux, inclinant la tête. « Et tu as trouvé ?» Cyrus eut un léger sourire. « J'y travaille, mais je m'améliore. » Tard cette nuit-là, Cyrus se tenait seul sur le balcon du 42e étage. Le vent fouettait son visage, mais il ne frissonna pas. Élise avait autrefois semblé être le choix logique, intelligente, stratégique, une maîtresse des médias. Il pensait que c'était suffisant pour appeler quelqu'un un partenaire de vie. Il s'était trompé. Elle ne l'avait jamais aimé. Elle aimait ce qu'il pouvait lui donner, statut, pouvoir, influence. Et quand l'amour ne pouvait pas l'y mener, elle choisit de le prendre par la force. De retour au café, Nora lui tendit une petite clé USB. La copie de sauvegarde inclut l'audio, les images, les journaux IP et les preuves à l'appui. Merci. Pas besoin de me remercier. Je l'ai fait pour la vérité et pour les gens qui ont été ruinés pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Alors, puis-je te faire confiance maintenant? Demanda Cyrus. Nora le regarda longuement. Non, mais au moins je ne mets pas de poison dans le jus d'orange. Le bar de la 38e rue Ouest était sombre et calme, juste assez pour que personne ne remarque personne d'autre. Nora venait rarement dans des endroits comme celui-ci. Elle n'était pas là pour les boissons ou l'ambiance. Elle était là parce que quelqu'un avait laissé une note dans son tiroir de fourniture de nettoyage à l'hôtel Albert. Juste une ligne. Toujours en vie, Reyes? Pas de nom complet, pas de numéro de contact, juste un message griffonné d'une écriture rude qui lui avait donné des frissons toute l'après-midi. Une seule personne l'avait jamais appelé ainsi. Case Madsen, un ancien collègue du bureau des affaires internes de Manhattan et le seul qui connaissait toute l'histoire d'il y a 5 ans. Quand Nora entra dans le bar, il était déjà là, chemise froissée, whisky bon marché à la main, les yeux fatigués mais la reconnaissant instantanément. « Tu es toujours en vie. »« C'est bien, » dit Case avec un sourire en coin. Nora ne s'assit pas tout de suite. Elle le regarda simplement comme pour confirmer qu'il n'était pas un fantôme. « Que veux-tu? »« Je ne cherche rien. J'ai juste vu ton nom sur la liste du personnel externalisé du Albert. J'ai encore quelqu'un dans le système. » Case prit une gorgée. « Je pensais que tu avais quitté le continent maintenant. » Nora s'assit finalement en face de lui, gardant ses distances. Sa voix était basse, froide. Ça aurait dû rester enterré. « Ta vérité enterrée est la raison pour laquelle des gens meurent encore, Reyes. » Case s'appuya sur la table, les yeux vifs maintenant.
Je ne suis pas ici pour te faire chanter. Je suis ici pour te rappeler que celui qui a ruiné ta vie respire encore aussi. Et à en juger par les apparences, ils sont impliqués dans quelque chose de plus grand. Il y a 5 ans, Nora Reyes était une enquêtrice interne, intelligente, implacable, inébranlable, une femme insensible aux pots de vin et à la flatterie de bureau. C'est pourquoi elle a été la première à découvrir des documents liés à une affaire d'abus lors d'une enquête pour inconduite. La victime, une nouvelle employée de 24 ans, l'accusé, le sénateur Aldridge, étoile montante du parti, étroitement lié à d'importants bailleurs de fonds. L'un d'eux, Bennett Global. Nora a trouvé des images de surveillance interne, une plainte originale non soumise et des courriels menaçants de la part de la haute sécurité envoyés aux lanceurs d'alerte. Tu sais quelle a été ta plus grande erreur? Demanda Case, les yeux rivés sur elle. Ne pas rester silencieuse. Non? Croire que le système protégerait ceux qui disent la vérité. Nora soupira, fixant son verre d'eau glacée. Ils m'ont piégé, ont modifié des images, m'ont accusé d'avoir falsifié des preuves. Une semaine plus tard, j'étais suspendu. 2 semaines après, quelqu'un a essayé de faire sortir ma voiture du pont de Brooklyn. Et tu as disparu, dit Case. J'ai été réaffecté aux affaires de circulation, d'enquêteur à type qui met des amendes de stationnement. Cyrus arriva à ce moment-là. Il entra dans le bar comme une rafale de vent froid, les yeux durs comme de l'acier en repérant Nora et Case à la table. Il ne parla pas, resta juste là, comme pour évaluer qui était l'homme et pourquoi les doigts de Nora tremblaient légèrement contre son verre. Nora le vit. Son regard s'arrêta. Case se retourna, remarqua Cyrus et laissa échapper un sifflement bas. « Oh, ce type me dit quelque chose. Bennett, c'est ça ?» « Cyrus Bennett, » répondit Cyrus en s'approchant, la voix tranchante. « Et vous êtes ?» Case, la dernière personne à avoir vu Nora Reyes sortir avec le dossier Aldridge. Cyrus regardait Nora. Pour la première fois, il vit de la honte en elle, non pas de la culpabilité, mais de la survie à quelque chose dont personne ne l'avait jamais laissé parler. « Il est toujours là, » dit Case, la voix baissant. Aldridge, maintenant conseiller principal du Fonds pour les énergies renouvelables de Bennett Global. Cyrus Serraidit. Quoi? Vous m'avez entendu. Et il a été un donateur de campagne pour Elise Monroe. Ça vous dit quelque chose? Nora resta figée. Elle ne parla pas, fixa juste la table, son reflet déformé dans le grain rugueux du bois. Il avait commencé à pleuvoir dehors. Cyrus quitta le bar le premier sans un mot. Nora le suivit à quelques pas, puis le rattrapa finalement. Sur le trottoir, sous la lueur jaune et brumeuse du lampadaire, il se tourna pour lui faire face. « Tu as failli mourir pour avoir dit la vérité. »« C'est vrai, » répondit Nora. « Et c'est comme ça que j'ai appris quelque chose. La vérité ne sauve pas toujours. Parfois, elle tue d'abord celui qui la détient. Mais tu m'as quand même sauvé ce jour-là. Parce que tu n'es pas Aldridge, dit-elle doucement. Tu sais encore douter. » Il se tenait sous la pluie, sans parapluie, sans mouvement. Mais pour la première fois, Cyrus ne regarda pas Nora comme un mystère. Il la vit comme une survivante, une guerrière avec des cicatrices non pas sur la peau, mais dans la confiance. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez vous, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Hôtel Albert, Grand Salon Saphir, le lieu emblématique autrefois connu pour ses somptueuses ventes aux enchères caritatives et ses mariages à $1 million, était maintenant méticuleusement mis en scène pour l'événement le plus attendu du monde de l'investissement, l'annonce des fiançailles de Cyrus Bennett et Elise Monroe. Les médias s'alignaient tôt à l'entrée. Les flashs crépitaient sans arrêt alors que les invités foulaient le tapis rouge. PDG, investisseurs, conseillers politiques et célébrités. Tout le monde attendait le moment en or, une demande en mariage parfaitement orchestrée, le conte de fées de l'ultra-élite. Mais Cyrus Bennett n'était pas venu pour raconter un conte de fées. À l'intérieur de la salle de bal, Elise Monroe se tenait radieuse dans une robe de soirée émeraude au décolleté carré qui encadrait ses épaules nues. Son maquillage était impeccable, digne d'une déesse. Elle souriait gracieusement alors que les caméras se tournaient vers elle, sa main agrippant fermement une boîte à bagues. Mais cette bague ne serait pas ouverte ce soir. À 19 heures précises, le maître de cérémonie monta sur scène. « Mesdames et messieurs,
ce soir nous nous réunissons non seulement pour célébrer l'union de deux des personnalités les plus puissantes de la finance, mais pour être témoins d'une promesse que l'amour et la confiance seront le fondement de l'avenir de Bennett Global. Les applaudissements éclatèrent. Élise s'avança, rayonnante, saluant avec assurance. Quelques instants plus tard, Cyrus entra dans un smoking noir classique, une fine cravate noire, son visage sans émotion, de pierre. Il se dirigea vers le podium et prit le micro, un petit signe de tête à Élise. Elle lui rendit l'appareil avec des yeux pleins d'attente, mais il ne s'agenouilla pas. Il n'ouvrit pas la boîte. Au lieu de cela, il sortit une petite clé USB de sa poche intérieure. « Avant de partager notre heureuse nouvelle, » dit Cyrus, la voix basse et ferme, « je veux jouer un court enregistrement pour m'assurer que tout le monde ici sait exactement avec qui j'étais sur le point de me marier. » La salle s'y tâte. Élise se ficha. Son sourire resta, mais ses yeux clignèrent fort. Les lumières s'éteignirent. Le gigantesque écran LED s'alluma derrière eux. L'audio commença à jouer. Il ne se doute de rien. Laisse juste le verre près de son ordinateur portable. Daniel ne vérifiera pas. Tant qu'il est hors jeu pour quelques heures, nous aurons le temps de signer le transfert. J'annoncerai les fiançailles après. Une femme qui prend les choses en main quand son fiancé perd le contrôle, tout le monde y croira. La voix, sans équivoque, était celle d'Élise Monroe. Une vague de chuchotements, de halètements et de silence stupéfait ondula dans la pièce. Une fois qu'il sera hors jeu, je proposerai la restructuration des actionnaires. Le contrôle me reviendra. Mon nom fera les gros titres non pas pour la beauté, mais pour la vision. Cyrus posa le micro et se dirigea vers Élise. Il ne la regarda pas avec haine, mais avec la dévastation silencieuse de quelqu'un forcé de regarder en face la plus profonde trahison de sa vie et choisissant quand même de rester debout. « Élise Monroe, dit-il calmement, vous n'avez pas besoin de me faire votre demande car je n'épouserai pas quelqu'un qui a essayé de m'empoisonner, à falsifier ma signature et à manipuler l'entreprise que mes parents ont bâtie. » Cyrus, la voix d'Élise tremblait. « Qu'est-ce que tu fais? C'est une célébration. Non, c'est un procès. Et le projecteur de ce soir est une lampe d'interrogatoire. » L'équipe juridique s'avança. Des policiers en civil entrèrent dans la pièce. L'un des témoins clés vérifiant l'authenticité de l'enregistrement, dit Cyrus, se trouve en coulisses. Son nom est Nora Reyes, et elle a été autrefois enterrée par ce système pour avoir dit la vérité. Les yeux d'Élise balayèrent la pièce, paniquée. Nora sortit de l'ombre. Dans son uniforme de concierge, elle était quelconque. Mais cela la rendait d'autant plus inattendue. « Vous osez » siffla Élise. « Pas moi » répondit Nora d'un ton égal. « La vérité osait. » Élise fut menottée. Alors qu'on l'emmenait, elle se retourna pour un dernier regard vers Cyrus, non pas comme une femme trahie, mais comme une perdante amère. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de détruire, Cyrus. »« Non, dit-il doucement. Je sais exactement ce que je viens de sauver. » La salle de bal reste silencieuse. Cyrus retourna au podium, regardant les visages qui autrefois louaient Élise, doutaient de lui et célébraient ce spectacle comme si c'était la romance de l'année. « Mes fiançailles sont annulées, déclara-t-il, mais mon intégrité ne l'est pas, et cette entreprise, bien que brièvement détournée, tiendra bon, parce que je choisis la vérité, pas les jolies robes et les discours poétiques. » Les médias explosèrent. Le titre fit la une cette nuit-là. Le PDG Bennett annule ses fiançailles, expose un complot interne en direct. La fiancée arrêtée sur scène. Les actions fluctuèrent sauvagement. Les investisseurs se divisèrent en factions. Mais les plus perspicaces savaient que Cyrus Bennett n'avait pas perdu le contrôle. Il venait de le reprendre. Cette nuit-là, Cyrus rentra tard chez lui. Il n'alluma pas les lumières. Le Penthouse était sombre et vide. Pas de fleurs de mariage, pas de champagne, pas de musique destinée à une cérémonie éblouissante. Il se tenait silencieusement à la fenêtre, fixant les lumières de la ville. Une main tenait un verre de vin. L'autre composait un numéro. La ligne décrocha. « Allô ?» La voix de Nora, douce mais claire. « Merci, » dit Cyrus, « de m'avoir rappelé que les projecteurs appartiennent à ceux qui n'ont pas peur du noir. » La vérité avait été révélée, mais au prix de l'effondrement complet de ce que lui, Cyrus, n'était plus seulement un PDG dirigeant une entreprise. Il était un homme qui s'était tenu devant des centaines de personnes et avait prononcé à voix haute les mots que tout milliardaire craint. « J'ai été trahi, mais je ne resterai pas silencieux. »
Et celle qui avait rendu cela possible n'était pas une avocate, ni un membre du conseil d'administration, mais une femme tenant une serpillière. Une semaine après la cérémonie de fiançailles annulée, les bureaux de Bennett Global étaient encore loin d'être calmes. La nouvelle de l'arrestation d'Elise Monroe continuait de dominer les gros titres et les tendances sur les réseaux sociaux. Critiques, soutiens et même menaces affluaient de toutes parts vers Cyrus Bennett. Mais pour Cyrus, toutes ces voix n'étaient que des échos lointains. Ce qu'il ne pouvait ignorer, c'était le silence. Nora Reyes était partie. Pas d'adieu, pas d'avertissement, pas de téléphone, pas de mail, pas d'adresse de suivi. Elle n'était tout simplement plus à l'hôtel Albert. Il le découvrit un matin en retournant à l'étage de service, portant un sac de café et 2 croissants, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire pour qui que ce soit une semaine auparavant. Linda, la chef de l'entretien ménager, secoua la tête en le voyant. Cette fille, elle a démissionné, sans donner de raison. Elle a juste laissé une enveloppe dans son casier. Son nom était écrit sur l'enveloppe. Cyrus, d'une écriture soignée et ferme. Il se tenait dans la petite salle de pause, ouvrit la lettre. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, sans parfum, sans marque, juste quelques lignes courtes. Je n'appartiens pas à votre monde, mais j'espère que vous vivrez honnêtement sans avoir besoin de quelqu'un pour polir votre image. Vous avez survécu à un complot. Maintenant, vous pouvez recommencer à votre façon. Merci de m'avoir fait confiance, même juste un peu. Nora, la main de Cyrus se serra. Le papier était léger, mais alors qu'il le pliait et le glissait dans sa poche, sa poitrine lui parut incroyablement lourde. Il était habitué aux allées et venues des gens. Dans son monde, chaque relation avait des termes, des contrats, des conditions, des gains. Mais Nora était différente. Elle ne demandait rien, n'exigeait rien, ne laissait aucun numéro et maintenant, ne laissait aucune trace. Cet après-midi-là, Cyrus entra dans la salle du conseil d'administration où l'équipe de direction se disputait pour savoir qui devrait remplacer Élise aux opérations médiatiques. Il ne dit rien, resta juste silencieux un moment, puis se tourna et sortit. La pièce parut silencieuse dans son sillage. Pour lui, les choses qui semblaient autrefois importantes lui paraissaient étrangement creuses. Ce soir-là, il retourna à son appartement. Le luxe partout. Rien ne manquait, sauf la présence. Pas de femme se brossant les cheveux devant le miroir. Pas de regard perçant défiant chacune de ses paroles. Pas de voix douce murmurant des pensées qui le laissaient stupéfait. Seul un jazz doux jouait depuis les haut-parleurs. Une bouteille de vin était posée, non ouverte, sur la table. Cyrus s'assit, fixant un verre en cristal. « Je n'appartiens pas à votre monde. Non, Nora. Tu étais la pièce qui manquait à mon monde. » Le lendemain, Daniel arriva. « Nous ne l'avons pas trouvé ?» dit-il en tendant un mince dossier. Pas de billet d'avion, pas de réservation de train. Mais une caméra à une gare routière du nord de Manhattan a capté quelqu'un qui lui ressemblait. Elle marchait, sac à dos, manteau sombre, se dirigeant vers la banlieue. « Repese » demanda Cyrus. « Non, mais j'ai l'impression qu'elle ne voulait pas être trouvée. » Cyrus eut un léger sourire. « Alors vous vous trompez. Elle ne voulait pas être suivie, mais elle voulait être comprise. Ce n'est pas la même chose. » 3 jours après la disparition de Nora, Cyrus retourna à la salle de service du Albert, la même pièce où elle lui avait dit pour la première fois de ne pas boire le jus d'orange. Il s'assit sur la vieille chaise en bois dans le coin où son chiffon de nettoyage gisait encore, intact. Et pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas être un PDG, ne voulait pas dominer, ne voulait pas gagner. Il voulait juste demander « Pourquoi es-tu parti ?» Juste au moment où je commençais à avoir besoin de toi. Pendant ce temps, dans une petite ville côtière du nord de l'État de New York, Nora marchait le long d'une étendue de sable tranquille. Ses cheveux flottaient au vent, les yeux lointains. Dans sa main, elle tenait un carnet usé. À l'intérieur, elle écrivit « Je pensais que lorsque la vérité éclaterait, je me sentirais libre. Mais ce n'est pas le cas. Je me sens juste vide. Il s'avère que je n'ai jamais eu peur d'être enterré. J'avais peur qu'il n'y ait plus nulle part où retourner. Mais peut-être que je construirai un endroit à moi, une pièce à la fois. » La réunion du conseil d'administration du lundi matin chez Bennett Global se déroula dans un silence inhabituel. Cyrus Bennett, autrefois un homme qui entrait dans les réunions comme un général sur un champ de bataille, intouchable, inébranlable, portait une simple chemise grise, la cravate desserrée, ses yeux visiblement plus doux qu'auparavant.
Alors que les membres du conseil s'installaient, M. Jérôme, président du comité exécutif, prit la parole. Nous sommes ici pour voter sur la reconduction du PDG pour le prochain mandat. Monsieur Bennett, souhaitez-vous faire une déclaration avant que nous procédions? Cyrus se leva, sans papier, sans discours préparé, juste un regard ferme et une voix calme et résolue. Je décline la reconduction. La pièce trembla dans un silence stupéfait. Bennett Global n'a pas besoin de moi pour survivre, continua-t-il, mais j'ai besoin de m'éloigner pour vivre honnêtement. Une semaine plus tard, Cyrus conduisait le long de la côte nord de l'État de New York, passant devant des villes tranquilles jamais marquées sur aucune carte d'investissement. Le vent de l'océan portait l'odeur du sel et du varech séché, ralentissant tout, l'adoucissant. Dans une vieille station-service en bord de route, il demanda aux commerçants des informations sur un nouveau centre communautaire où une femme nommée Nora était censée travailler. Elle aide les femmes battues à trouver un abri, répondit l'homme. Chaque matin, elle se promène avec les enfants le long de la plage, ramassant les déchets. Ensuite, elle cuisine pour les anciens. Elle n'est pas d'ici, mais tout le monde la respecte. Cyrus hocha la tête. J'ai besoin de la voir. Ce ne sera pas facile, dit l'homme en versant du café. Elle ne voit que ceux qui ont besoin d'aide, pas ceux qui ont fait du mal. Cet après-midi-là, il trouva l'endroit, une maison en bois blanc de 2 étages avec une enseigne délavée suspendue au-dessus de la porte. Hollow Harbor Haven, où personne n'est laissé pour compte. Il n'entra pas tout de suite, s'assit simplement dans la voiture, regardant à travers une fenêtre entr'ouverte à l'étage où quelques petits pots d'orchidées reposaient sur le rebord. Puis il la vit. Nora Reyes, portant un cardigan en laine gris, les cheveux attachés, souriant doucement en se penchant pour lasser les chaussures d'une petite fille. Elle se releva, regardant vers la mer. Pas de maquillage, pas de projecteur. Mais Cyrus le savait. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment vivre. Ce soir-là, il entra. La porte était ouverte, mais personne ne tenait un bureau. Il n'y avait pas de réceptionniste. Seulement l'odeur de soupe chaude, de pain grillé et le son de femmes riant autour d'une partie de cartes. Des femmes qui portaient autrefois des bleus jouaient maintenant librement. Il resta immobile un moment. Puis Nora apparut au bout du couloir. Elle s'arrêta en le voyant. Pas de sourire, pas de surprise. Comme si elle savait déjà qu'il viendrait. « Que cherchez-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix calme. « Pas le pouvoir, » répondit Cyrus. « Pas les actions. »« Alors quoi ?» Il resta silencieux. Après un moment, il dit « Quelqu'un qui m'a sauvé autrefois et à qui je n'ai jamais pu dire que je n'avais jamais fait confiance à personne avant elle. » Nora ne dit rien. Elle se tourna, lui faisant signe de la suivre. Ils marchèrent jusqu'à la plage derrière le centre, où le clair de lune s'étendait sur le sable humide. « Vous avez quitté l'entreprise ?» demanda-t-elle. « Oui, pour moi. Pour une chance de vivre honnêtement, comme vous me l'avez dit. » Nora laissa échapper un petit rire. Pas sarcastique, mais le rire de quelqu'un qui avait cessé d'espérer et devait maintenant réapprendre à croire. « Vous savez, dit-elle lentement, pendant des années, je me suis dit, si quelqu'un a besoin de moi, j'aiderai. Mais je n'ai pas le droit d'avoir besoin de qui que ce soit. Et maintenant, elle le regarda longuement. Maintenant, je pense que je peux peut-être choisir quelqu'un, non pas parce qu'il m'a sauvé, mais parce que je veux croire en lui. » La brise balaya le sable. Ils ne s'étreignirent pas, ne s'embrassèrent pas. Aucune larme ne fut versée. Juste 2 personnes autrefois trahies par le monde, se tenant maintenant l'une à côté de l'autre. Pas de contrat et pas de promesse, seulement la présence. Le lendemain, Cyrus s'installa dans une petite cabane près du centre. Personne ne savait qu'il était milliardaire. Pour eux, il était le grand type qui apporte la soupe tous les soirs et le technicien informatique qui répare le vieux système de sécurité. Nora était toujours la même, chef de cuisine, parlant peu, travaillant dur. Mais à chaque fois, leurs regards se croisaient au milieu des rires des enfants ou du bavardage des femmes. Il y avait un espace calme entre eux, et il était réel. La cuisine de Hollow Harbor n'avait pas de lave-vaisselle, pas de systèmes industriels, pas de chef formé, juste des mains silencieuses et le bruit de l'eau qui coule chaque soir, alors que la journée s'achève et qu'un humble dîner est servi sur la longue table en bois de la salle à manger. Cyrus Bennett, autrefois PDG de l'une des entreprises les plus puissantes d'Amérique, se tenait maintenant à l'évier, les manches retroussées, un tablier noué autour de sa taille, frottant soigneusement chaque assiette sous l'eau chaude. Il ne parlait pas beaucoup, ne demandait rien. Chaque matin, il nettoyait les chambres.
Chaque soir, il essuyait les tables. La nuit, il s'asseyait tranquillement dans un coin, lisant des histoires aux enfants qui s'étaient réveillés de cauchemars. Personne ne demandait d'où il venait. Personne ne mentionnait son nom dans les gros titres. Ici, tout le monde avait un vrai nom, et un nom qu'on leur avait autrefois donné à tort. Nora le laissait rester, mais pas trop près. Elle n'était pas froide, mais il y avait toujours une distance entre eux, comme si une fine vitre restait, fragile et pourtant intacte. Elle le voyait passer la serpillière tous les matins, l'entendait réviser le plan de don du centre, savait qu'il avait discrètement payé la facture d'électricité du mois dernier sous le nom d'un fonds anonyme. Mais elle ne le laissait pas entrer. Pas parce qu'elle n'était pas émue, mais parce qu'elle avait peur de perdre à nouveau. Une nuit, la pluie tomba fort. Tout le centre perdit le courant. Nora dirigea la salle commune avec des lampes de poche, allumant des bougies. Cyrus alla réparer les disjoncteurs. Quand les lumières revinrent, un cri retentit en bas. Lana, une femme autrefois battue par son mari, avait vu son visage sur une publicité de campagne pour la mairie. Elle s'effondra, tremblante. Cyrus ne s'approcha pas. Il resta en retrait, laissant Nora aller vers elle la première. Ce n'est qu'après qu'elle eut calmé la femme qu'il intervint discrètement, lui tendant une serviette chaude et retirant la photo de la table. Quand la pièce fut de nouveau calme, Nora se tourna vers lui. Son visage était fatigué, mais ses yeux étaient plus profonds, plus stables que jamais. « Vous n'avez jamais demandé pourquoi nous avons peur ?» dit-elle doucement. « Je n'ai pas besoin de le faire, » répondit Cyrus. « J'ai seulement besoin de savoir où vous voulez que je me tienne et quand reculer. » Quelques jours plus tard, ils visitèrent le terrain vague derrière le centre où Nora espérait construire une petite salle de classe. Il faisait froid, le sol était boueux. Les chaussures de Cyrus étaient couvertes de terre humide, son pantalon trempé à l'ourlet. Il ne se plaignit pas, il était accroupi, mesurant les limites de la propriété quand Nora parla enfin. « Je pensais que si j'étais assez forte, je n'aurais besoin de personne pour me sauver. » Il leva les yeux, attendant. « Mais parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas de quelqu'un pour nous secourir. C'est quelqu'un d'assez patient pour se tenir à nos côtés pendant que nous nous en sortons nous-mêmes. » Il hocha lentement la tête. « Je ne suis pas venu pour te sauver, Nora, » dit-il doucement. « Je suis venu demander pardon, si tu es prête. » Silence, seulement les vagues au loin et le vent qui secouait le vieux toit en tôle à proximité. Nora le regarda. Ses yeux se remplirent, mais les larmes ne coulèrent pas. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était le genre d'émotion que seuls ceux qui ont trop enduré ressentent lorsqu'ils réalisent que peut-être, juste peut-être, ils sont enfin vus. « Tu sais, » dit-elle, la voix rauque, « je pensais que si j'étais morte sur le pont de Brooklyn cette année-là, ça aurait peut-être été plus facile. » La main de Cyrus se serra légèrement. Mais le lendemain matin, à l'hôpital, j'ai trouvé qu'une infirmière m'avait laissé une petite note. Juste une phrase. La vie ne commence pas quand on pardonne aux autres. Elle commence quand on se pardonne à soi-même. Cyrus hocha doucement la tête. « Étais-tu pardonné ?» Nora le fixa longuement. « Peut-être, » murmura-t-elle, presque. Cette nuit-là, Cyrus ne retourna pas à sa cabane. Il resta tard, frottant des casseroles brûlées, sortant les poubelles. Quand il sortit à l'arrière, Nora était sur les marches arrière du centre. Dans ses mains, 2 tasses de chocolat chaud. Elle lui en tendit une. Pas de mots. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, fixant la mer Noire, les vagues s'écrasant sans rythme, un peu comme la façon dont ils s'étaient rencontrés. Cyrus parla, la voix lente. « Je pensais que si j'étais assez riche, assez fort, assez célèbre, personne ne pourrait plus jamais me faire de mal. Mais je me trompais. Parce que la douleur ne vient pas de la faiblesse, » murmura Nora. « Elle vient de ceux en qui nous avions confiance. » Il se tourna pour la regarder. Et cette fois, il n'y avait pas de mur entre eux. « Tu n'es pas obligé de me faire entièrement confiance, » dit-il. « Juste assez pour me donner une place. Pas dans ta vie. Juste les jours où tu as l'impression de n'appartenir nulle part. » Nora posa essaie, main sur la sienne. Pas fermement, pas absolument, mais assez pour qu'il sache qu'elle n'était plus seule. L'hiver arriva tôt à Hollow Harbor. Au matin, une fine pellicule de givre avait déjà recouvert les fenêtres du centre. Dans la salle d'activité, quelques enfants restaient blottis sous des couvertures, tandis que Nora préparait tranquillement du café, ses mouvements stables, sans hâte, silencieux. Mais à l'intérieur, elle était tout sauf calme. Sur la table se trouvait une épaisse enveloppe de New York, scellée avec le cachet d'un cabinet d'avocats indépendants. Imprimé clairement sur le devant,
dossier interne, Nora Reyes, pétition pour la restauration de l'honneur. Tout avait commencé par un détail enfoui dans le téléphone d'Elise. En extrayant des données pour exposer le complot visant à prendre le contrôle de Bennett Global, Nora et Cyrus étaient tombés sur un vieil email avec pour objet Aldridge, garder l'affaire Reyes silencieuse. C'était la pièce manquante, une ébauche de lettre de menace du conseiller juridique du sénateur Aldridge, adressée au Bureau des affaires internes de Manhattan. Le message l'exposait clairement. S'il souhaitait continuer à recevoir des fonds pour des projets publics, il devait éliminer Nora Reyes, qui à l'époque enquêtait sur une affaire d'inconduite directement liée à Aldridge. Cyrus n'était pas resté les bras croisés. Il contacta Case Madsen, l'ancien collègue de Nora, celui qui avait tenté de l'avertir mais avait échoué. Avec l'aide de Case, il engagea une équipe d'avocats indépendants et de journalistes d'investigation du Veritas Ledger, une publication réputée pour avoir révélé des histoires enterrées par le pouvoir. Après près d'un mois de recherche, de vérification d'anciens dossiers et d'analyse vocale de clips audio, ils compilèrent un rapport complet prouvant que Nora n'avait pas fabriqué de preuves, comme on l'avait autrefois prétendu. Elle avait été réduite au silence. Puis l'histoire éclata. La première page du Veritas Ledger exposait la vérité derrière Nora Reyes et l'affaire d'abus, enterrée pendant 5 ans. Des millions de partages, des groupes de défense se sont ralliés. Un tollé public éclata contre les institutions qui avaient enterré sa vérité. Une audience de révision officielle fut programmée. Cyrus l'accompagna, non plus en tant que PDG, sans entourage, juste un homme dans un épais manteau, assis à côté d'elle dans une pièce remplie des personnes mêmes qui avaient autrefois signé sa suspension. Nora dit peu de choses. Elle lut juste 3 lignes de sa déclaration. « Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste récupérer mon nom. Pas employé instable. Pas perturbation interne. » Mais Nora Reyes, une enquêtrice honnête qui a refusé de se taire face à l'injustice. Quelques semaines plus tard, le verdict tomba. Après examen de nouvelles preuves, le Bureau des affaires internes annule par la présente l'ordonnance de suspension émise en 2020 contre Nora Reyes. Son dossier est restauré. Elle est jugée avoir été une lanceuse d'alerte légitime, ayant subi des représailles injustifiées. Cyrus reçut la nouvelle alors qu'il époussetait des étagères dans le débarras du centre. Il resta immobile quand Nora entra, la lettre à la main. Ses yeux étaient rouges mais secs. « Tu as gagné » dit-il doucement. Nora secoua la tête. « Non, je n'ai pas gagné. Je n'ai juste pas perdu à nouveau. » Ce soir-là, le centre organisa une petite fête. Pas de vin, pas de feu d'artifice, juste des sandwichs, du café chaud et des mots chaleureux et humbles. Une jeune femme qui avait autrefois été forcée de se marier se leva et leva sa tasse. À Nora, qui a dit la vérité, vécu la vérité et est restée quand tout le monde est parti. Plus tard dans la soirée, Nora et Cyrus se tenaient sur la plage, la même où ils s'étaient autrefois parlé sans se faire face. Elle lui tendit une nouvelle carte d'identité. Nora Reyes, agente d'enquête, réintégrée. Il la regarda longuement. « Tu retournes au travail » demanda-t-il. « Non » sourit-elle. « Je n'ai plus besoin de l'insigne. J'ai juste besoin de savoir que le nom que je portais autrefois n'est plus caché. » Cyrus la regarda, la voix basse. « Je me demande si je haine. Avait pas aidé, l'aurais-tu fait seul? Je l'aurais fait, dit-elle en hochant la tête. Mais pas si tôt, et probablement pas avec autant de paix. » Il n'en dit pas plus. Il lui prit simplement la main, et pour la première fois, il n'y avait pas de mur de verre entre eux, pas de vieux dossier, pas de questions sur la culpabilité ou l'identité, juste un homme qui se tenait autrefois au sommet du pouvoir, et une femme autrefois enterrée par lui, se tenant maintenant côte à côte, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour se rappeler l'un à l'autre que la vérité peut encore gagner. Vous regardez Soul Stories, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir des histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. New York, fin mars, le centre de conférence de la Tour Wexler brillait sous la bannière d'une soirée d'un genre très différent. La justice réinventée, un second regard sur la vérité. L'événement était organisé par une nouvelle organisation à but non lucratif, la Fondation Reyes, financée par Cyrus Bennett, bien que son nom ne figure nulle part au conseil d'administration. Il n'était pas là pour diriger. Il était là pour ouvrir des portes, pour tenir la lumière, pour se retirer afin que d'autres puissent enfin avancer.
Plus de 200 invités remplissaient l'auditorium. Avocats, étudiants en investigation, défenseurs des droits de l'homme et survivants, ceux qui avaient été réduits au silence, trahis ou effacés par le système. Sur scène, Cyrus Bennett monta le premier. Il n'y avait pas de grand visuel, pas d'introduction tapac sans grave-l'œil, juste un projecteur blanc et un microphone. « Bonsoir, commença-t-il, la voix calme et ferme. Je croyais que la justice pouvait s'acheter avec les bons avocats et les rapports les plus propres. Puis j'ai été trahi par la femme que j'étais censé épouser et sauvé par quelqu'un que le monde avait effacé. » Il fit une pause. Elle ne porte plus d'insigne. Aucun titre ne suit son nom. Mais elle m'a appris ceci. La vérité n'a pas besoin d'un microphone. Elle a seulement besoin d'une personne assez courageuse pour parler avant qu'il ne soit trop tard. Le silence remplit la pièce. Et maintenant, cette personne parlera pour elle-même. Nora monta sur scène. Elle portait un simple chemisier blanc, un manteau gris jusqu'aux genoux, les cheveux attachés, sans maquillage, sans paillettes. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit que tout le public se redressa, une présence qui n'avait besoin d'aucun préambule. Elle balaya la pièce du regard, s'arrêtant juste un peu alors que ses yeux trouvaient Cyrus au premier rang. Il hocha la tête une fois. Elle sourit, un vrai sourire pour la première fois sans armure. Puis elle prit le micro. « Bonsoir. Je m'appelle Nora Reyes. J'étais autrefois une enquêtrice interne pour la police de Manhattan. J'ai été suspendue, calomniée, piégée et oubliée. Immobilite. Mais d'abord, je suis un être humain. Comme vous tous, j'ai eu peur. J'ai fait des erreurs. Je suis restée silencieuse non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'étais trop fatiguée pour me battre. Mais je suis toujours là. » Elle s'avança. « Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour nous exprimer. Nous devons juste cesser d'être silencieux pour toujours. » Les applaudissements commencèrent doucement, puis se firent tonnerre. Cyrus la regarda. Son cœur battait plus vite, non pas de peur, mais parce que pour la première fois, il voyait Nora pleinement elle-même, non courbée, non cachée, sans excuse, entière. Et pour la première fois, il ne voulait plus rester dans l'ombre. Quand elle descendit de la scène, la foule lui fit instinctivement place. Au milieu des flashs des appareils photo, des applaudissements et des clics des objectifs, Cyrus s'approcha. Il ne parla pas. Il lui tendit simplement la main. Nora le regarda longuement, en silence. Puis elle plaça sa main dans la sienne, pas pour le spectacle, pas pour une photo, mais une prise douce et sûre qui n'avait pas besoin de mots pour être comprise. La presse immortalisa ce moment. Personne ne demanda ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Personne n'essaya de l'étiqueter comme la belle histoire d'amour entre un PDG et une enquêtrice déchue, car ils n'étaient plus des noms ou des rôles. Ils étaient deux personnes qui avaient tout perdu et s'étaient trouvées dans les décombres, marchant maintenant ensemble vers l'avant. Tard cette nuit-là, longtemps après l'événement, Nora et Cyrus étaient assis dans le vieux van du centre, garé près du pont de Brooklyn, où Nora avait failli abandonner sa vie. Elle regardait les lumières lointaines de la ville, les mains toujours dans les siennes. « Je pensais que si jamais je revenais à la lumière, dit-elle doucement, je serais terrifiée. Peur d'être vue, peur de ce que les gens voudraient de moi, peur de me perdre à nouveau. » « Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants sous la douce lumière du lampadaire. « Maintenant, je me sens légère, parce que cette fois, je ne reviens pas seule. » Le centre Low Harbor était silencieux la nuit. Seul le tic-tac de l'horloge murale dans la salle d'activité et la faible lueur jaune de la cuisine s'étendaient le long du long couloir en chaîne. Une pluie légère tapotait sur le toit en tôle comme des soupirs réguliers d'un endroit qui avait vu trop de douleur et apprenait lentement à guérir. Cyrus se réveilla sur South. Sa chemise était trempée de sueur, sa main agrippant le bord de la couverture. Sa respiration était superficielle, les yeux grands ouverts dans le noir, comme s'il venait de revenir d'un coin de mémoire que personne ne devrait toucher. Les lumières aveuglantes d'une salle de conférence, le clic froid des menottes se refermant autour des poignets d'Élise, et la réalisation terrifiée qu'il avait failli être manipulé par la femme qu'il appelait autrefois sa fiancée. Il s'assit, la main sur le front. Aucun mot ne sortit, juste un silence qui coulait profondément. Nora se tenait dans l'embrasure de la porte depuis un certain temps. Elle ne demanda rien, ne se précipita pas vers lui, ne prétendit pas comprendre. Elle s'approcha simplement, s'assit à côté de lui et lui prit doucement la main, pas fermement, sans le tirer plus près. « Juste là. Je n'ai pas besoin d'un homme parfait, » murmura-t-elle.
J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. Cyrus se tourna pour la regarder. Ses yeux étaient rouges et vitreux, mais aucune larme n'avait coulé. Ce regard, brut et immobile, était celui d'un homme qui s'était longtemps interdit de paraître faible. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me sauver, » dit-il, la voix tremblante. « J'ai besoin de toi. » Et pour la première fois, Cyrus pleura. Non pas comme un homme brisé, mais comme un enfant s'autorisant enfin à être tenu après le retour du cauchemar. Nora l'enlaça, ne disant rien de plus. Elle n'essaya pas de le calmer, ne chercha pas de mots réconfortants. Elle le tint simplement comme un murmure fait de chaleur. « Tu n'es pas seul. » Car pour la première fois, l'homme qui avait autrefois régné sur un empire, qui avait caché ses sentiments derrière son masque, avait laissé son cœur à nu et être vu. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil se déversait par la fenêtre ouest, Cyrus sortit de la petite pièce à l'arrière du centre, tenant toujours la main de Nora. Elle le regarda et demanda doucement. « As-tu bien dormi ?» Il sourit, un sourire léger comme l'air du matin. « Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé que quelqu'un me trahissait. » Un an plus tard, le ciel au-dessus de Hollow Harbor était clair, un bleu rare s'étirait au-dessus de l'horizon. De fins nuages dérivaient paresseusement, et la brise portait des parfums d'herbes fraîches, une touche de cannelle de la cuisine chaude, et les rires des enfants coloriants dans le jardin. Un an s'était écoulé depuis que Cyrus Bennett avait quitté l'empire qui portait son nom. Un an depuis que Nora Reyes était sortie de l'ombre de fausses accusations, réclamant le nom qui avait toujours été le sien. Maintenant, il vivait dans une petite maison en bois entre le centre et la mer. Pas de climatisation, pas de voiture de luxe, pas de personnel ni de sécurité. Juste une vigne de bougainvilliers grimpant sur le porche, un chat tigré paresseux se prélassant au soleil, et une vieille table en bois qui tenait toujours 2 tasses. Ce matin-là, Nora entra dans la cuisine en tenant un verre de jus d'orange. Cyrus leva les yeux de son livre quand il la vit. Ses yeux se posèrent sur le verre, un temps de silence. Elle le posa devant lui sans un mot. Il la regarda et laissa échapper un petit rire. « Tu es sûr ?» Je l'ai pressé à la main, haussa les épaules Nora, à moitié taquine. Rien dedans sauf de la glace et de la confiance. Cyrus leva le verre, le porta à son nez et inhala profondément, puis but. La première gorgée légèrement acidulée, fraîche, propre, rien de caché à l'intérieur, rien dont il fallait se méfier. Pas comme le jus d'orange d'autrefois servi dans du cristal à une table où une seule phrase pouvait couper comme un couteau. Il posa le verre, la regarda droit dans les yeux. « Je te fais confiance, et au monde, grâce à toi. » Nora s'assit à côté de lui. Leurs mains n'eurent pas besoin de se chercher car elles ne s'étaient jamais lâchées. Par la fenêtre, ils regardaient le jardin, où un groupe de femmes s'occupait des plantes et une petite fille tenait une pancarte qui disait « Aujourd'hui, je me sens en sécurité. » Et au milieu de tout cela, il y avait une nouvelle vie, non pas construite avec de l'argent, non pas peinte avec des diplômes, mais nourrie de vérité et de confiance reconquise des ruines.